Alors, ouais, donc pour te réexpliquer un peu moi ce que j'ai fait, donc je suis parti sur Teachable Machine. Tu as un sorte de modèle qui est pré-entraîné avec plein de choses. Il est déjà capable de reconnaître plein de choses. Mhm. Et ce que j'ai fait, c'est que mon idée, c'était de faire un algo, on va dire, pour déverrouiller le téléphone portable. Et je suis parti d'un modèle où j'ai dit, OK, j'ai pris des photos de moi en mode avec le même background, Ouais, avec moi et sans moi. J'ai créé juste deux classes en disant, bah, ça c'est moi et ça c'est pas moi. Et l'idée, c'est de dire quand quelqu'un veut déverrouiller le téléphone, utiliser la caméra pour voir qui se cache derrière. Ensuite, analyser l'image de la caméra par le modèle et classer dans les deux classes. Soit il y a moi dessus, soit il n'y a pas moi dessus. S'il y a moi dessus, bah, déverrouiller le téléphone. S'il n'y a pas moi dessus, bah, en gros, dire que c'est pas bien de piquer le téléphone des autres. ok. Donc j'ai fait un truc ultra simple, j'ai pas cherché à aller plus loin et j'ai aussi dit qu'en théorie, il faudrait plutôt que de prendre juste des photos de moi et des photos de pas moi, il faudrait plutôt mettre un dataset de visages, c'est-à-dire avec des milliers de visages, comme ça l'algo est capable de reconnaître que ça c'est un visage. Il est capable de reconnaître tout plein de visages, mais il est aussi capable de distinguer celui-là c'est le bon visage et celui-là c'est pas le bon visage. Alors que là, moi c'est l'inverse, il a juste appris la forme de mon visage par rapport à mon background, si tu veux. Ouais, Et ouais, donc si quelqu'un d'autre arrivait avec à peu près la même gueule, et ben, il aurait plutôt tendance à le classer dans cette catégorie-là plutôt que dans l'autre. ouais. Bah, c'est ça. C'est vrai que du coup, donc dans ce que tu as fait, en gros, ce que le modèle a appris, comme tu dis, c'est distinguer une image de toi versus une image de pas toi. Et ça, en fait, Ouais. c'est une tâche qui est beaucoup plus facile que le fait de distinguer deux visages entre eux, de savoir reconnaître que c'est le bon visage par rapport à un ensemble d'autres visages. Et en gros, c'est une tâche qui est beaucoup plus compliquée parce que ce que tu as besoin de reconnaître dans l'image, c'est ce qu'on appelle des features. Donc, c'est des caractéristiques de l'image qui sont beaucoup plus précises, en fait, dans le cas où tu essaies de distinguer deux visages, que dans le cas où tu es en train de distinguer un visage versus juste une image de fond. Du coup, oui, effectivement, le modèle qu'il faudra utiliser pour être capable de réaliser une tâche comme ça, il sera forcément beaucoup plus compliqué que ce que tu as dû utiliser. Ouais. Ok. Et du coup, l'idée de d'apprendre à reconnaître mon visage versus genre une base de données, enfin un dataset de milliers de visages que le modèle pourrait connaître, ce Mhm. serait plutôt ça la bonne approche, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Sachant que, en gros, ce qui est important dans les modèles, c'est qu'ils soient capables d'extraire des images ces caractéristiques qui vont lui permettre de faire cette distinction entre les visages. Et en fait, ce qui se passe dans les faits, c'est que souvent, donc ce qu'ils font généralement enfin, j'imagine chez Apple ou chez Google, ils ont des énormes bases de données de visages. Et en fait, ils vont entraîner un modèle qui est très très complexe avec beaucoup de poids qu'il va falloir apprendre sur le dataset. Ils vont entraîner ça pour que le modèle soit capable en fait d'encoder une image de visage sous une forme qui lui permettra ensuite de pouvoir dire ce visage, il correspond bien à celui que j'avais vu tout à l'heure. Ok. En fait, il le lit même plus comme une image au bout d'un moment. C'est-à-dire, il va regarder une image, il va en extraire un certain nombre d'informations et ensuite il va comparer ces informations directement en disant ça ressemble bien à Ulysse ou ça ressemble plutôt à un autre visage, donc je déverrouille pas mon téléphone, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est fait du coup, plutôt que d'entraîner un modèle pour reconnaître l'image d'Ulysse par rapport à une autre image, en fait, le modèle, il est entraîné pour encoder une image sous une forme qui lui permettra plus facilement ensuite de discriminer entre Ulysse et quelqu'un d'autre. Ok, ouais, super clair. Ok, ok. Ah, c'est trop intéressant. Ouais, donc tu disais que ça c'était basé sur des algos plutôt sur de la deep learning. C'est écoute, je suis désolé mec, j'ai le nez tellement bouché. Donc ouais, tu me disais que c'était basé sur des algos plutôt orientés deep learning. Et c'est quoi la grosse différence que tu fais entre le deep learning et le machine learning que j'ai déjà expliqué du coup dans la vidéo? Ouais, bah, du coup, en fait, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Donc là où le machine learning, c'est vraiment juste le fait de vouloir entraîner des algorithmes pour effectuer des tâches de manière automatique. Le deep learning, en fait, c'est le fait d'utiliser un certain type de modèles qui sont en fait des modèles qui ont des formes de réseaux de neurones profonds. Et donc qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? C'est inspiré du fonctionnement du cerveau. À savoir, c'est un ensemble de couches. Tu as un ensemble de neurones qui sont reliés entre eux avec des liens. Et sur chaque lien, tu vas avoir un poids que tu vas apprendre. Et donc, un réseau de neurones, c'est comme ça un ensemble successif de couches avec des milliers, voire des millions de neurones, où tu as d'un côté en entrée, c'est la donnée que tu vas chercher, sur laquelle tu vas chercher à donner une information. Et en sortie du réseau, tu as généralement juste une seule information qui ressort avec encodé l'information qui t'intéresse. Et donc en fait, enfin, la caractéristique du deep learning par rapport à tous les autres algorithmes de machine learning, puisqu'il en existe plein d'autres types, la caractéristique, c'est vraiment d'utiliser comme ça un ensemble
petites unités de calcul qui vont appliquer des opérations, ce qu'on appelle non linéaires, pour extraire l'information de ta donnée d'entrée. Ok. Je suis pas sûr que ce soit ultra clair Ouais. dans le truc. Est-ce qu'il y aurait pas genre un moyen de l'expliquer encore, enfin beaucoup plus simplement, peut-être genre tu vois en deux trois phrases. Je sais pas si tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, même avec des images. Tu vois pas, on n'est peut-être pas obligé de parler de réseau de neurones, Ouais. mais peut-être plus avec des images du type le deep learning, c'est peut-être genre une branche du machine learning où en entrée on va mettre ça, en sortie on veut ça, et en fait au milieu, ce qu'on appelle un réseau de neurones, ça va être un truc qui va trier avec genre telle méthode, tu vois. Je sais pas Hmm. si ça te parle ou pas. Ouais. Du coup, le machine learning, enfin, c'est vraiment le fait de vouloir extraire automatiquement des informations sur une donnée d'entrée. Ok. Et le deep learning, ça va être une manière de faire ça. Le deep learning, ça va être vraiment l'idée d'enchaîner des petites opérations de calcul les unes après les autres. C'est quelque chose qui peut se représenter de manière assez visuelle, sous la forme d'un ensemble de couches, de petites opérations, et qui vont au fur et à mesure affiner l'information qu'on extrait de la donnée d'entrée pour aboutir à une seule information qui nous intéresse en sortie. Et donc, par exemple, si on regarde sur un algo d'image, ton entrée, ça va être une image. Ta sortie, ça va être ton image encodée avec les infos que tu veux, qui va dire, bah, ça, c'est peut-être un visage de fille, la vingtaine, et qui ressemble plus ou moins ou pas à la personne qui est enregistrée dans le téléphone, qui va permettre de débloquer le téléphone. Mhm. Et du coup, au milieu, chacune de ces couches, ce serait à chaque fois d'essayer d'extraire une info, c'est-à-dire sur cette image, il y a un visage, ok. Ensuite, une deuxième couche, ce serait ce visage ressemble enfin, à les cheveux longs, etc. Et à chaque fois, d'essayer de calculer et d'extraire sur chaque couche une info de cette image-là. Ouais, exactement. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, dans les premières couches du réseau de neurones, en fait, le réseau, il sera fait pour encoder des informations qui sont assez globales sur l'image que tu lui donnes en entrée. Donc, il va Ok, déjà essayer de détecter, par exemple, le fait que tu as une forme ronde au milieu de l'image, ce qui va lui dire que c'est plutôt un visage. ok, Donc, ensuite, dans les couches un peu plus intermédiaires, il va là essayer de détecter, ok, je reconnais que dans cette forme ronde, en plus, je vois qu'il y a des yeux et une bouche. Et ensuite, dans les couches vraiment finales, il va dire, ok, c'est des yeux, mais en plus de ça, c'est des yeux qui ont telle forme. Et en fait, on va comme ça petit à petit encoder de manière vraiment de plus en plus précise quelles sont les caractéristiques de cette image d'entrée. ok, Et, euh, et du coup, en ayant dit ça, c'est assez facile de se rendre compte que si par exemple tu vas chercher à distinguer un chat d'une chaise, par exemple, tu auras besoin d'en fait beaucoup moins de couches parce que tu pourras assez vite trouver des caractéristiques globales sur ton image qui ok, vont te permettre de distinguer entre un chat et une chaise. Mais par contre, si tu vas chercher à distinguer deux visages, il va falloir que tu aies beaucoup plus de couches en fait pour accéder à des caractéristiques de ton image qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fines pour déduire l'information qui t'intéresse, quoi. ok. Ah, c'est super intéressant. Ok. Et peut-être un mot sur les gros enjeux liés à la sécurité de tout ça, parce que c'est un. Par exemple, si tu regardes Face ID, tu sens que les gens ont plus ou moins confiance en ce truc-là. Ouais. Et comment est-ce qu'ils gèrent ça? Enfin, c'est quoi les principales difficultés liées à un modèle pareil que tu embarques sur un téléphone? Enfin, déjà, la grosse contrainte qu'ils ont, c'est qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut embarquer le modèle dans le téléphone parce qu'en fait, t'as pas envie, enfin, les utilisateurs, ils n'ont pas forcément envie que leur image elle soit transférée sur un serveur de Apple sur lesquels les calculs seraient faits pour ensuite être Ouais. envoyés au téléphone. Tout simplement, voilà, pour des raisons de protection des données personnelles, on n'a pas envie que nos données elles soient en permanence transférées sur des serveurs. Tu veux aussi pouvoir déverrouiller ton téléphone même si t'as pas Internet, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, en fait, ils sont vraiment obligés d'avoir tout déjà embarqué sur le téléphone. Donc ça impose des contraintes, un peu de complexité du modèle. C'est-à-dire que le modèle mathématique, il faut pas qu'il prenne trop de place sur le téléphone et non plus trop de puissance de calcul. Que voilà, on est limité sur un téléphone par rapport à un gros serveur de calcul. Donc ça, c'est voilà, vraiment un peu pour les contraintes de taille. Après, en termes de sécurité, c'est vrai que il y a quelque chose qui est assez particulier avec les réseaux de neurones, c'est que c'est ce qu'on appelle des algorithmes black box, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est assez difficile de décrire simplement quelles opérations vont être effectuées. Comme il y a énormément de paramètres qui sont appris par le modèle et beaucoup d'opérations très unitaires, en fait, c'est assez difficile de vraiment savoir comment le modèle va se comporter sur tout un ensemble d'images. Ok. Et donc,
Et donc, il peut y avoir des failles de sécurité. C'est-à-dire que sur certaines images qui sont assez spécifiques, donc qui peuvent potentiellement être même créées pour piéger le modèle. Ouais, typiquement, si tu prends une photo de toi ou de quelqu'un et que tu le mets devant le téléphone. Ouais, tu peux avoir ça. Et en fait, t'as même des images en fait qui représentent rien de réel, mais qui sont juste générées artificiellement pour piéger les modèles de deep learning. Ça, c'est incroyable. Euh, Ok. et donc, c'est un des enjeux, je sais que notamment sur les voitures autonomes, c'est un des gros enjeux de sécurité, que quelqu'un dans la rue puisse pas montrer une image vraiment générée artificiellement qui pourrait faire planter le modèle et lui faire croire, par exemple, qu'il y a un piéton qui est en train de traverser ou qu'il y a une voiture qui arrive Ok, ouais, et qui super pourrait faire pertinent. complètement Ouais. dérailler le modèle. Ça, c'est incroyable, ça. Mm. Ok, ça, c'est ouf. T'imagines? C'est incroyable, hein. T'aurais des hackers avec des grands panneaux. Chut. Ok. Et là, tu sens comment, là, dans l'actu, t'as pas mal, ils parlent pas mal de Face ID et des masques et comment est-ce qu'ils vont gérer ça avec le Covid? Parce que du coup, c'est vrai que ça enlève une bonne partie du visage sur la reconnaissance. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est faisable, tu vois, au niveau de, je sais pas comment est-ce qu'ils s'y prennent pour gérer ça? Est-ce que c'est au niveau des yeux? Est-ce que, Ouais, bah, du coup, enfin, c'est vrai que il me semble que Face ID, ce qu'ils utilisent, enfin, de base, c'est effectivement les yeux, le nez et la bouche pour justement discriminer entre plusieurs visages. Et donc là, voilà, avec les masques, ils ont toute une partie du visage sur laquelle ils peuvent plus se baser pour faire leur discrimination. Après, je pense, alors je suis pas un expert de l'identification des visages, mais à mon avis, simplement avec des yeux, je pense que tu dois déjà pouvoir identifier une personne. Mais par contre, du coup, le gros enjeu, c'est que comme tu as beaucoup moins d'informations sur lesquelles te baser pour faire ta discrimination, tu vas avoir besoin encore une fois, d'un modèle qui est beaucoup plus complexe que ce que tu avais avant. Et donc, ça nécessite, j'imagine, beaucoup de développement, beaucoup de R&D pour être capable de faire la discrimination en utilisant vraiment plus que les yeux. Donc, j'imagine que là, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place du jour au lendemain. Et que du coup, oui, ça doit leur poser pas mal de soucis. Ouais. ok, Mm. ouais, c'est intéressant à fond, quoi. Du coup, tu vois, si on sort un peu toi, t'avais pas bossé aussi sur le son? T'avais pas été chez Deezer? Non. Ah non, Euh, c'est pas toi, c'était Rémi. C'était l'autre Rémi, ouais. C'était l'autre Rémi, ok. Moi, j'avais bossé sur des images, enfin sur des images d'éoliennes, D'accord. pour faire en gros de la détection de défauts sur des pales d'éoliennes, pour voilà, essayer de trouver automatiquement s'il y avait eu des impacts de foudre, si, détecter des fissures, pour faire en gros la maintenance d'un parc éolien de manière automatisée, quoi. Ah, excellent. Et les images, tu les prenais comment? Et les images, ben, en gros, je faisais ça enfin, j'ai fait mon stage dans une boîte qui les prenait avec des gros télescopes qui scannaient en fait toute la surface des éoliennes. Et donc la méthode habituelle, parce que ce que faisait la boîte, c'était que des experts allaient scroller sur les images pour essayer de trouver les défauts. Et l'enjeu du stage, c'était voir enfin, s'il n'y avait pas une possibilité de faire ça automatiquement pour accélérer grandement tout ce procédé de traitement des images pour trouver les défauts, quoi. Ok, trop stylé. Intéressant.